Vous avez encore 2 sièges mal placés mais existants là. Et vous allez avoir l'orateur sur les genoux, mais c'est tout. Oui, vous allez être un peu près. Oui, allez, l'escalier, c'est bien. La mer, l'océan, 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 la mer, l'océan. C'est très efficace, merci beaucoup. Mon général, mesdames et messieurs les professeurs, chers étudiants, mesdames et messieurs, chers invités, les Mardis de la mer sont des conférences organisées en partenariat avec l'Institut français de la mer et sont toujours pour l'Institut catholique un motif de fierté et, je crois, une vraie référence pour les étudiants, venus nombreux, les enseignants, les chercheurs, les professionnels du secteur ou simplement les passionnés du monde maritime. Ces conférences se veulent à la fois ouvertes à tous et aussi d'un haut niveau d'exigence et de qualité, et la présence parmi nous ce soir du Major général des armées en est une illustration indéniable. Merci de nous faire l'honneur de votre présence ce soir, mon général. Vous venez nous parler de la mer dans la stratégie militaire de la France, un sujet qui éveille certainement chez nous tout de suite, pour peu que nous connaissions un peu l'histoire de notre pays, des noms de batailles navales célèbres, de grandes victoires, parfois hélas de défaites, qui eurent souvent des conséquences durables sur les grands équilibres géostratégiques et sur les rayonnements de notre pays et sa puissance. Aujourd'hui, les enjeux stratégiques, juridiques, techniques ou économiques sont fondamentaux lorsque l'on parle de la mer. Ils sont aussi infiniment techniques et donc complexes. Merci donc, mon général, non seulement de votre présence, mais aussi de votre science pour nous éclairer. Je remercie également nos partenaires, l'Institut français de la mer, que j'ai déjà évoqué, qui organise donc ce cycle de conférences, avec le Centre d'études de la mer de notre faculté des lettres. Et pour cette soirée exceptionnelle, je remercie aussi très chaleureusement nos partenaires de Sorbonne Université et de l'Institut d'études politiques de Paris, qui sont aussi des voisins géographiques, avec qui nous sommes toujours heureux de pouvoir travailler, réfléchir et avancer ensemble. Bienvenue donc à vous, mon général, et bonne soirée à tous. Au nom de l'Institut français de la mer, je veux également vous souhaiter la bienvenue en rappelant que c'est la 19e année où nous présentons ces Mardis de la mer et la 3e année où ces conférences peuvent être suivies en temps réel, à distance, et sont ensuite disponibles sur notre chaîne YouTube. Comme vous l'avez dit, monsieur le recteur, nous associons à cette réunion l'Alliance Sorbonne Université au travers de son Institut de l'Océan dirigé par l'amiral Prazuc et Sciences Po au travers des masters spécialisés de ces écoles d'affaires publiques et des affaires internationales. Avant de commencer, je veux vous présenter toutes les excuses de Christian Buchet, avec qui j'organise habituellement ces Mardis de la mer. Nous avions initialement prévu que ce Mardi de la mer soit le 4 octobre. La rentrée universitaire de l'Institut catholique a fait que cette date n'était plus possible. On a dû décaler au 11, mais Christian avait déjà des engagements qu'il n'a pas pu reporter. Il en est absolument désolé et vous prie de l'en excuser. Mon général, permettez-moi de prendre encore 1 minute pour vous présenter à notre auditoire. Et d'abord, pour vous dire un très grand merci d'être ici ce soir. Le chef d'état-major des armées, le CEMA comme on dit, étant retenu par le ministre, vous, major général des armées, vous avez accepté de le remplacer. Votre prédécesseur, l'amiral Casabianca, décrivait cette fonction de major général des armées comme celle de vice-CEMA, et nous savons votre total partage de vision avec celle de votre chef d'état-major. Aussi, nous nous réjouissons de votre présence. Vous incarnez, avec le chef d'état-major des armées, l'interarmée
qui donne sa cohérence à l'action de chacun en son milieu. Quelques mots sur votre parcours. Vous êtes général d'armée aérienne, vous intégrez l'école de l'air de Salon-de-Provence en 1987. Vous êtes breveté pilote de chasse et volé sur Mirage 2000 sur la base de Dijon au sein du groupe de chasse Cigogne, escadrille du célèbre capitaine Guilmer. Vous cumulez près de 3000 heures de vol et 57 missions de guerre sur des théâtres d'opérations extérieures. Vous commandez l'escadron de chasse Picardie, toujours sur Mirage, puis prenez le commandement de la base aérienne 701 de Salon-de-Provence et devenez directeur de l'école de guerre. Votre parcours est marqué par des affectations auprès des plus hautes autorités civiles et militaires. Vous passez 3 ans à Norfolk, chef de cabinet de l'un des 2 commandants stratégiques de l'OTAN, celui de la transformation. Vous servez au cabinet du ministre de la Défense en tant que chef de la cellule Opérations et Relations internationales. Vous êtes major général de l'armée de l'air, puis, depuis le 11 mars 2021, vous êtes major général des armées. J'ai noté aussi que vous êtes le père d'un jeune officier de marine marchande, réserviste de la Marine nationale. Qui mieux que vous, finalement, peut nous partager ce soir la vision du SEMA et de son vice-SEMA sur les enjeux maritimes? Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonsoir à tous. Alors, ravi d'être ici pour vous présenter et vous parler de la mer. C'est impressionnant de voir tout ce monde-là. Je salue également ceux qui sont à distance. J'ai compris qu'il y avait beaucoup de monde à distance également. Et donc, comme vous l'avez mentionné, je vais vous transmettre les regrets du chef d'état-major des armées qui n'a pas pu être ici ce soir, retenu par le ministre des Armées. Alors, je voudrais déjà, même si effectivement j'ai un peu touché à la mer, essayer de répondre à cette incongruité qui est qu'un aviateur qui va parler des questions de maritime au nom d'un chef d'état-major de l'armée de terre. Donc ça montre quand même la transversalité des enjeux liés au domaine de la mer et au fait que en fait, ce sujet-là est bien pris en compte au niveau de l'état-major des armées. Alors, je vais articuler mon propos en plusieurs points. D'abord, vous décrire l'évolution de l'environnement stratégique et les gros changements qu'on a eus depuis le 24 février. Ces évolutions récentes, évidemment, ont un impact également sur le domaine maritime, même si aujourd'hui on parle principalement de la problématique de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Alors, que s'est-il passé ce 24 février 2022 ? Finalement, c'est un changement stratégique qui est plus important que le 11 septembre 2001, puisqu'on a eu une bascule de principe, où avant on était dans la mondialisation et on partait du principe que cette mondialisation et l'interconnexion qu'il y avait entre les pays, cette interdépendance entre les États, faisait qu'aucun État n'allait se faire la guerre l'un contre l'autre, puisqu'on était tous interdépendants et donc les États allaient se respecter. Et finalement, depuis le début de cette mondialisation, c'est un peu Gorbatchev qui est disparu également cette année et qui avait lancé ça avec la chute de l'URSS, finalement, les guerres qui ont dû être menées par les forces armées françaises ont toujours été en dessous du niveau des États. On a fait beaucoup de luttes contre des groupes terroristes, des choses comme ça, mais on n'a pas eu vraiment d'engagement de niveau étatique. Et ça, c'est un changement qui est assez important, ce changement de paradigme-là, et qui va impliquer qui touche 3 grosses tendances qui ne sont pas apparues le 24 février, qui étaient déjà identifiées avant, mais qui finalement ont été développés à cette occasion-là. Premier point, c'était le retour du rapport de force comme mode de règlement des conflits. Et ce rapport de force, ça passe par une hausse des réarmements. Et si on regarde pour le domaine maritime, entre 2008 et 2030, beaucoup de marines ont eu des expansions de plus 100%. Quand on regarde la marine chinoise, plus 140%, la marine sud-coréenne, plus 100%, marine indienne, plus 40%, la marine égyptienne, plus 170%. On voit que tous ces domaines-là, il y a eu un réarmement global. Là, je ne prends que pour les marines, mais on a la même chose pour les parties air et terre.
Deuxième point, c'est la fin des engagements choisis. Et on en rentre dans une période d'engagement imposé, ce qui n'est pas la même chose. Sur le plan tactique opératif, on était, même sans dénigrer tout ce qui a été fait et sans dire que les engagements de nos 30 dernières années étaient faciles, mais on était dans des engagements qu'on pouvait choisir puisqu'on était dans une supériorité tactique et opérative. Et si finalement, un jour, on n'avait pas la disponibilité de toute notre flotte, de tous nos bateaux, de tous nos moyens terrestres, eh bien, on pouvait choisir le tempo, reporter d'une semaine ou d'une journée, et on choisissait le tempo. Aujourd'hui, sur le plan stratégique, on voit que la montée en puissance des grands compétiteurs deviennent offensifs, et finalement, on va rentrer dans une ère d'engagement imposé. Et l'Ukraine n'a pas pu choisir sa journée d'engagement. C'était le 24 février, elle n'a pas pu dire je ne suis pas prêt, temps mort, on attend demain. Et ce tempo, c'est important. Le troisième grosse tendance, c'est le changement d'échelle, dans deux directions. Changement d'échelle dans le fait qu'on a étendu les espaces de conflictualité. Donc on avait terre-air-mer. Aujourd'hui, on a le domaine cyber, domaine spatial, domaine de la guerre informationnelle. Donc tout ce champ-là à prendre en compte. Et puis également l'intensité dans l'échelle, augmentation d'engagement et d'intensité des volumes de force engagés. Nos engagements, je dirais, des 30 dernières années, c'était des volumes de force de l'ordre de 5000 hommes. Quand vous regardez au Sahel, c'est 5000 hommes. Quand on regarde notre dispositif en Proche et Moyen-Orient, c'était inférieur, c'était encore moins important. Donc on était dans ce type d'échelle-là. Ce qu'on observe aujourd'hui dans la guerre Russie-Ukraine, c'est 150 000 hommes d'un côté qui se battent contre 150 000 hommes de l'autre côté. Avec changement d'échelle également dans tout ce qu'on doit traiter à côté. Des flux de munitions beaucoup plus importants, des flux de blessés beaucoup plus importants à gérer. Donc là, on a ce changement d'échelle-là qui nous impacte et qui impacte en fait tous nos dispositifs. Cette évolution-là, on re-rentre dans ce qu'on avait pu connaître avant la chute du mur de Berlin, la notion de puissance, les États-puissance, et la reconstruction avec, je dirais, de beaucoup plus de friction entre des grands blocs qui en fait vient de voler en éclats avec cette interdépendance sur laquelle on ne peut plus compter et qui va justement entraîner des recompositions stratégiques, que ce soit en alimentation, hein, où on est tous en train de suivre les besoins énergétiques, les flux d'énergie avec le pétrole, le gaz et toutes ces choses-là. Dans ce contexte-là, on avait, alors ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que finalement, toutes ces tendances-là, on les avait plus ou moins identifiées, et dans les derniers livres blancs, dernières analyses stratégiques, on voyait bien que ces tendances arrivaient, mais il n'y avait pas eu le déclencheur du 24 février. Dans la vision stratégique du chef d'état-major des armées, qu'il a publié en septembre 2021, il avait senti un peu cette évolution-là et il avait changé le triptyque bien connu paix, crise, guerre, ces trois États, qui étaient trois États séparés. On est en paix, on est en crise, on est en guerre. En fait, on s'était rendu compte que c'était plus ces trois États qu'il fallait prendre en compte, mais c'était bien une intrication d'action dans différents milieux et différents champs. Et on a substitué un nouveau triptyque qui est la compétition, contestation, affrontement. Ce nouveau triptyque, compétition, contestation, affrontement, ne sont pas trois États qui vont suivre, mais ça peut être trois États qui peuvent être en même temps avec des partenaires différents. Et chaque État, si je vais les détailler un petit peu, en fait, correspondent à des relations particulières avec nos différents compétiteurs. Le premier, la compétition, c'est désormais le mode normal d'expression de la puissance. Et la contribution des armées dans cet état-là de la compétition, c'est vraiment la connaissance de nos compétiteurs, la proposition évidemment d'options militaires qui ne sont pas forcément dans les champs physiques, qui peuvent être aussi dans les champs immatériels, le champ informationnel, dans les domaines cyber ou dans les domaines cognitifs. Et dans ce cas-là, on participe à ce qu'on appelle le signalement stratégique, c'est-à-dire montrer à nos compétiteurs que soit leurs mouvements, soit leurs intentions ont été identifiées et que on peut nous aussi manœuvrer. La deuxième phase, la contestation, c'est quand un acteur décide de transgresser les règles communément admises pour obtenir un avantage.
Dans ce cas-là, le rôle des armées va être un peu différent. L'objectif, ça sera vraiment de lever l'incertitude et d'empêcher l'imposition d'un fait accompli. Donc là, ça se fait dans les 3 milieux physiques, mais également, comme je le disais tout à l'heure, dans des champs immatériels. Et l'objectif, c'est vraiment de contribuer à décourager un adversaire à passer à la 3e phase que je vais vous décrire après, qui est l'affrontement. Dans cette contestation, c'est la guerre juste avant la guerre. Avant, on était dans la guerre avant la guerre. On n'est pas encore en guerre, on est en compétition et on utilise tous les moyens pour essayer de dissuader un adversaire d'aller plus loin. 3e phase, qui est l'affrontement, c'est la guerre. Alors, on aurait pu choisir, au lieu d'affrontement, on aurait pu choisir confrontation. Ça aurait fait encore un trigramme, les 3 C, compétition, contestation, confrontation. Mais en fait, le chef d'état-major des armées a choisi un autre mot qui est affrontement, et pour montrer qu'on est dans une rupture. On n'est plus dans la même dimension. Là, on est dans l'affrontement, et dans ce cas-là, la contribution des armées, c'est vraiment l'engagement. Et dans ces cas-là, c'est le recours à la force pour atteindre des objectifs et provoquer une réaction d'un niveau au moins... on doit, nous, provoquer une réaction au moins équivalente à l'adversaire qu'on a identifié. Donc, face à ce nouveau triptyque compétition, contestation, affrontement, les concepts d'emploi, les doctrines d'emploi forcément vont évoluer, notre organisation forcément évoluer, et la prise en compte des différents domaines, et je vais y venir après pour ce qui concerne le domaine maritime, eh bien, vont nécessiter des approches différentes. Voilà pour cette partie-là. Les conséquences pour la France de ce changement de contexte, je vais principalement montrer qu'en fait, cette évolution du 24 février, on a perdu des libertés d'action dans 3 domaines principalement. Libertés d'action qui sont toujours recherchées pour les anciens militaires, pour les militaires. La première chose qu'on cherche, c'est évidemment la liberté d'action pour pouvoir agir, se déplacer et imposer notre volonté. Les trois domaines sur lesquels on a perdu de la liberté d'action, c'est un sur le plan opérationnel, évidemment, puisque en face de nous, on a des compétiteurs qui vont rechercher des États, à niveau étatique, qui vont rechercher à nous challenger. Le deuxième, c'est le plan économique. L'impact de cette guerre-là a forcément impliqué un contexte économique différent, avec des indicateurs économiques qui ne sont pas forcément favorables pour la prise en compte ou l'amélioration de nos moyens, puisqu'on est obligé aujourd'hui d'aller rechercher de l'autonomie dans des domaines dans lesquels on avait perdu une certaine autonomie pour pouvoir développer nos moyens. Et puis le troisième, c'est sur le plan des alliances, c'est-à-dire que on ne va plus faire tout seul, on va être obligé, on va rentrer dans des systèmes d'alliances. Et le besoin de recourir à des alliances et des partenariats, évidemment, si ça nous rend plus forts et si ça permet de compenser ou de contribuer à la masse, bien nous réduit en fait notre marge de manœuvre. Quand on est à plusieurs, c'est moins facile de pouvoir choisir et de mettre des options que de le faire tout seul. Voilà ce point-là est important, c'est la liberté d'action et le fait qu'aujourd'hui, le avec qui est important et nécessite des partenariats particuliers qui nous permettront, le jour où on passe à l'affrontement, de pouvoir réagir plus rapidement. Alors, l'utilisation de la mer dans la stratégie des puissances d'équilibre. Je vais faire mention de quelques textes qui sont assez dimensionnants. D'abord, le discours aux ambassadeurs du 1er septembre du président rappelle l'ambition nationale dans ces domaines et surtout pour la France en tant que puissance d'équilibre. Le rappel de l'ambition, c'est poursuivre des objectifs d'indépendance, de stabilité et de multilatéralisme efficace pour la France, avec 3 objectifs. 1. Défendre la force, l'indépendance, l'influence de la France. 2. Agir pour la paix et la stabilité comme puissance d'équilibre. Et 3. Continuer à bâtir un multilatéralisme efficace. Alors, cette position française singulière sur la scène internationale est possible pour parce qu'on a plusieurs, je dirais, caractéristiques. Le premier, c'est notre maîtrise de la grammaire nucléaire. La France est une puissance nucléaire et possède tous les éléments
de cette constitution d'éléments concernant le nucléaire et possède la doctrine d'emploi du nucléaire. Deuxième, c'est notre appartenance et membre fondateur de l'ONU, avec un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Et puis, pays historique également de l'OTAN et de l'Union européenne. Troisième élément important, c'est le fait qu'on est la deuxième zone économique exclusive. Et puis, on a des implantations territoriales dans tous les océans. Position qui nous oblige évidemment au niveau de la scène internationale. Si on se compare, je dirais, à des pays européens, on doit être le seul pays avec autant de territoires outre-mer qui, évidemment, nous impose certaines contraintes ou obligations au niveau de notre présence outre-mer pour pouvoir faire respecter la souveraineté nationale sur tous ces territoires-là. D'autres pays, évidemment, ont choisi d'autres positions, hein, puisque si on regarde un pays équivalent aux nôtres, les Britanniques, leur relation avec leurs anciennes colonies est totalement différente et ils n'ont pas le même besoin de moyens pour pouvoir exprimer cette souveraineté. Ils jouent plutôt sur l'influence. Voilà, donc je dirais cette vocation un peu globale et mondiale de la France est importante et elle est liée surtout, elle s'appuie surtout par la valorisation de tous nos territoires d'outre-mer. Et là, il y a deux éléments importants dans cette vision globale et mondiale de la France. Et la première, c'est promouvoir, défendre ses intérêts. Et pour pouvoir faire ça, on s'appuie évidemment sur des moyens militaires, avec les moyens de la Marine nationale, mais pas que. Et puis, on s'appuie également sur des approches multilatérales avec des partenariats particuliers. Et on pratique beaucoup d'exercices, que ce soit dans l'Indo-Pacifique ou en Atlantique. Voilà, alors ce point-là sur les approches multilatérales, c'est un point important puisque c'est quelque chose qui, en fait, cadre ou oriente toutes les alliances dynamiques et les partenariats qu'on développe avec les différents pays au niveau mondial pour pouvoir s'entraîner et pouvoir travailler avec ces gens-là quand on en a besoin. Voilà, je vais insister maintenant sur le milieu maritime. Alors là, j'étais plutôt dans ma zone de confort hors maritime, donc là, je vais demander un peu plus d'indulgence. Je vais challenger les spécificités du milieu maritime. D'abord, et là, bien sûr, ce sera des évidences pour tous les marins de cette salle, c'est un espace immense où assurer une permanence de présence est impossible. Donc ça implique des modes d'action différents. Et là, je peux le dire, une communauté de gens de mer un peu extraterrestres qui partagent la connaissance et l'expérience de ce milieu-là. Je touche un peu du doigt avec mon fils qui est marin, mais j'ai bien senti par les collègues que c'était quand même particulier. Cette dernière les rassemble et les singularise, puisque c'est un milieu qui est assez difficile et qui nécessite une connaissance particulière. La mer, Global Commons, comme disent les Américains, c'est un espace commun, partagé comme l'espace ou le cyberespace, puisque en fait, ces Global Commons, c'est des espaces où il n'y a pas encore de règles juridiques, c'est-à-dire qu'il y a des espaces maritimes où il n'y a pas, comme sur un pays à terre, où il y a tout un ensemble de législations, de cadres de pays souverains. Là, on a des espaces dans le maritime où on n'a pas tout ce cadrage. Comme dans l'espace, en fait, l'extra-atmosphère, ou dans le cyberespace, même si le débat peut exister dans le cyberespace, puisque c'est un espace qui est monté de toutes pièces. Ensuite, sur ce milieu-là, l'essentiel, c'est de pouvoir connaître le milieu pour mieux le surveiller et intervenir. Alors, sur et sous le dioptre, en s'appuyant sur des stratégies qui vont orienter nos efforts. Donc là, je vais vous donner deux exemples. On a développé des stratégies. Donc la dernière, c'était la stratégie ministérielle de maîtrise des fonds marins. Donc en fait, on est en train d'élargir. Comme on va plus loin dans l'espace, on va plus profond dans la mer. Cette stratégie ministérielle de maîtrise des fonds marins vise à élargir nos capacités d'anticipation et d'action de la Marine nationale jusqu'à 6000 mètres de profondeur. On a également la stratégie de défense française en Indo-Pacifique qui a été développée il y a
maintenant 2 ans, et qui fixe nos ambitions dans la zone. Toutes ces stratégies-là permettent d'orienter, vu l'immensité de l'espace. Et puis, également, on a toutes les opportunités qui sont apportées par le New Space, qui offre des capacités accessibles pour surveiller. Corollaire, évidemment, d'une plus grande difficulté pour se cacher. Et ça, c'est un des enseignements aussi de la guerre Russie-Ukraine. En fait, c'est ce qu'on appelle, nous, la transparence du champ de bataille. Alors, c'est vrai sur la terre, c'est vrai dans les airs, mais c'est aussi vrai sur la mer. Cette capacité à pouvoir détecter le système adverse et savoir où sont les mobiles extérieurs. Le milieu maritime, un monde de flux et d'interdépendance. Donc ça, c'est toutes les lignes d'approvisionnement en énergie, pétrole, gaz. Les flux de communication, ça, c'est tous les câbles sous-marins. Et de là, cette stratégie ministérielle de maîtrise des fonds marins. Et les flux commerciaux. Sur ces flux, ce qui est important de voir, c'est que souvent, quand on analyse l'histoire militaire, en fait, c'est toujours une histoire de flux. Le premier espace dans lequel les hommes se sont battus, c'était sur la terre, et on faisait le siège des villes. C'était empêcher les flux d'aller dans une ville. Ensuite, on a eu la marine, et l'objectif, c'était les blocus et empêcher les flux maritimes. L'aérien, c'était la même chose. C'était faire des zones d'exclusion, empêcher les flux de passer. Et si on fait cette extension dans tous les nouveaux espaces de conflictualité, on traite toujours de flux. Et c'est ça le plus important, c'est d'identifier quels sont les flux qui sont sur ces espaces-là. Et c'est ce qui permet justement de pouvoir traiter des espaces qui sont immenses, beaucoup plus grands. Si on traite que des positions, on ne peut pas garantir la maîtrise totale. Alors, nos capacités maritimes, un instrument de puissance. Sur la mer, comment va se décliner la haute intensité? Tout le monde entend parler de la haute intensité. Alors, sur les termes, aujourd'hui, c'est haute intensité qui a été vulgarisé, mais si on prend les termes techniques chez les militaires, haute intensité est vraiment différent de ce que nous, on appelle l'hypothèse d'engagement majeur. L'hypothèse d'engagement majeur, c'est quand tous les moyens vont être engagés pour la guerre. La haute intensité, on peut très bien avoir une haute intensité d'un combat dans une guerre qui ne va pas être totale. C'est un moment, il y a un choc, et on va monter aux extrêmes. Ça, c'est ça la haute intensité pour un militaire. Mais l'hypothèse d'engagement majeur, c'est quand tous les moyens vont être engagés. Donc c'est un peu différent quand on parle de ces termes-là, savoir ce qu'on veut vraiment dire derrière haute intensité et derrière hypothèse d'engagement majeur. Alors, sur nos capacités maritimes, la première et celle qui nous protège, c'est évidemment la responsabilité d'une des deux composantes du nucléaire, de la mission nucléaire, avec de la mission de dissuasion, avec la capacité de frappe en second qui est offerte par l'invulnérabilité aujourd'hui de nos sous-marins qui sont cachés, ou je crois qu'on utilise le mot dilués, sous la mer, et qui sont justement en mesure de pouvoir réagir à une frappe qui nous menacerait. Cette capacité-là est structurante pour la marine, comme pour la composante aéroportée, et c'est bien évidemment l'assurance vie de la nation, et ça donne un rang et une liberté d'action de premier plan pour notre pays. Ça, on pourra l'aborder peut-être dans les questions. Est-ce que quel était l'impact de la maîtrise ou d'avoir une capacité nucléaire pendant le conflit Russie-Ukraine? Comment est-ce qu'on gère justement l'escalade, la désescalade? Le fait que l'Ukraine ait abandonné ses armes nucléaires il y a quelques années, est-ce que si elle les avait conservées, elle se serait faite agresser de la même manière? Ça, c'est des questions qui peuvent être posées. En mer, la haute intensité, c'est aussi une affaire de minutes, puisque comme je le disais tout à l'heure, quand on est dans la haute intensité, il y a un moment où on va monter, je dirais, au summum de l'engagement, avec l'utilisation de munitions à forte létalité, qui sont en soute des bâtiments, nécessite évidemment des équipages qualifiés et réactifs, et puis qui, comme c'est l'immensité que je vous ai décrit, au moment où deux mobiles vont se rencontrer, ce n'est pas le moment de prendre son temps comme à l'époque, arriver à bâbord, pouvoir manœuvrer et tirer. Là, aujourd'hui, vu les armements qu'on a, évidemment, l'engagement nécessite beaucoup de réactivité et on peut avoir des pics justement de haute intensité avec des transmissions d'ordre très importantes.
transmission d'ordre, et j'en parlerai un petit peu après, qui dépasse le milieu maritime, puisque aujourd'hui, on est vraiment dans ce qu'on appelle le multidomaine, multichamp, c'est-à-dire la prise en compte de moyens qui vont être satellites, des moyens qui vont être cyber, de moyens qui, si on est près des côtes, qui vont peut-être venir de la mer. Et donc, c'est cette capacité à pouvoir intégrer et à réagir qui va être importante et qui nécessite beaucoup d'entraînement. En haute mer, l'autre point particulier, c'est qu'évidemment, il n'y a pas de ligne de front, comme sur la Terre. La ligne de front, elle est assez facilement identifiable. Et on peut voir au fil des jours, savoir s'il y a une avancée d'un côté, une avancée de l'autre. En mer, la difficulté, évidemment, c'est la fluidité du milieu et je dirais, une bascule rapide qui peut s'opérer en fonction de la manœuvre des bâtiments qui va arriver. Donc ça, c'est des points qui sont importants et qui nécessitent, en termes de conception de la manœuvre, une anticipation beaucoup plus importante. Côté des forces armées en général et de la marine nationale en particulier, c'est l'ensemble des capacités qui sont détenues par les forces armées, ce que nous on appelle la cohérence, même si il y a eu des réductions de format, des choses comme ça. Ce qui est important et ce qui est le rôle de l'état-major des armées, c'est de garantir la cohérence des forces. Et aujourd'hui, peu de pays disposent d'un spectre militaire comme la France, notamment le porte-avions, même si le nombre de pays aujourd'hui qui rejoignent, je dirais, la première division augmente tous les jours. Mais on a aujourd'hui quand même une cohérence entre porte-avions, les frégates, la partie sous-marine, et tout ça servi par des armements de haute technologie avec des vraies ruptures capacitaires. Je vais citer juste le nouveau missile MDCN qui équipe les Sena et les FREMM aujourd'hui, et qui offre des vraies différenciations stratégiques avec des frappes dans la profondeur qui sont possibles contre des objets, ce qu'on appelle les tirs à partir de la terre. Et puis évidemment notre porte-avions qui est un véritable outil de projection de puissance avec le groupe aéronaval, mais qui est également un outil de diplomatie ou de signalement stratégique que j'ai évoqué au départ. Et je vais un petit peu plus parler de justement de cet outil de signalement stratégique, puisque c'est vraiment ça, dans le changement d'approche qu'on a mis en place, c'est le gagner la guerre avant la guerre, c'est d'utiliser des outils comme cela pour faire ce qu'on appelle, nous, de la stratcom, de la communication stratégique ou signalement stratégique. Et comme je l'ai évoqué avant, l'objectif, c'est de décourager le plus tôt possible nos compétiteurs. Et là le domaine informationnel, puisque là on va jouer dans le champ informationnel, ce domaine informationnel devient, je dirais, un effecteur qui peut compenser ou qui peut anticiper l'emploi de moyens physiques dans le champ physique. Et donc pour cela, c'est quand même un outil qu'il faut prévoir beaucoup en anticipation. Alors, pour cela, l'organisation des démonstrations de force, des exercices majeurs, en fait, dès qu'on fait un exercice, ça contribue à montrer à l'autre ce qu'on sait faire. Il n'y a pas d'exercice, je dirais, qui est anodin et qui ne va pas être observé par nos compétiteurs. Dès qu'on va faire quelque chose, ils vont regarder à quelle distance on va tirer, si on est capable de manœuvrer, comment on va faire la coordination dans les trois milieux. Et la manière dont on va montrer ça eh bien, va permettre de signaler à l'autre qu'on détient ces capacités-là. Donc, c'est jamais anodin. Et je dirais, il va peut-être falloir ajouter une formation au théâtre pour tous nos officiers, puisque là, on est vraiment dans le théâtre et arriver à montrer aux autres ce qu'on est capable de faire. En vrai, on est quand même capable de faire beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas que du théâtre. Je vais vous montrer deux exemples. Le premier, c'est la mission Jeanne d'Arc qui a été faite en Asie-Pacifique en 2021. 5 mois de déploiement des bâtiments Tonnerre et Surcouf en mer Rouge, en océan Indien, jusque dans l'océan Pacifique, avec des passages en mer de Chine, et avec des exercices qui ont été faits tout au long de ces déploiements. Des passages qui ont été faits sur nos points d'appui. Et puis des rencontres, évidemment, chaque fois qu'il y a des escales, avec des exercices avec ces bâtiments-là, que ce soit l'Inde, l'Australie, le Japon, les USA. L'autre élément qui a un signalement stratégique, c'est le déploiement d'un sous-marin d'attaque. C'était en 2020, fin 2020, en Indo-Pacifique, et qui a permis de passer par la base australienne de Perth à Guam, avec des exercices avec l'US Navy. Jamais un sous-marin français n'avait été aussi loin. Et en fait, il a fait sa mission, et après coup, ou pendant la mission, sur le retour, on a montré qu'il avait été jusque là-bas. Et donc là,
c'est de montrer qu'on a été capable d'aller jusque là-bas, sans être détecté, de pouvoir naviguer et de pouvoir faire des exercices avec nos principaux alliés. Ça, c'est du signalement stratégique. Et en faisant ça, en fait, nos compétiteurs ne savent pas si on n'en a envoyé qu'un, si on n'a pas d'autres qui naviguent également, ce qu'on est capable de faire avec. Donc ça, c'est une grammaire, je dirais, au-delà de la grammaire nucléaire qu'il faut qu'on apprenne. C'est comment est-ce qu'on peut utiliser ce signalement stratégique. Le dernier point de tous nos moyens, et là l'espace maritime est assez intéressant pour ça, c'est tout ce qu'on appelle, nous, la solidarité stratégique, et avec tous les exercices qu'on fait avec nos partenaires. Comme je vous le disais, on ne peut pas faire une présence permanente partout, donc on va choisir et faire des exercices ponctuellement, mais régulièrement. Et nos stratégies globales, cette stratégie globale s'appuie évidemment sur des coopérations militaires qui permettent une plus grande présence en envoyant, je dirais, régulièrement des bateaux. Donc en fait, on a une présence qui peut paraître permanente, mais par envoi régulier de bateaux, notamment dans le golfe de Guinée. On a un gain en masse, évidemment, quand on travaille avec nos partenaires. Et puis, en laissant des gens sur place, également, on a une plus grande réactivité. Ça nécessite de coopérer à travers des instances existantes ou via des coalitions ad hoc. Donc là, il y a beaucoup d'exercices qui se font, je dirais, qui sont préparés en amont. Le dernier point, et je vais conclure sur ce point-là, c'est qu'on a un besoin toujours plus fort de partager et d'échanger entre les armées. En fait, ce que j'ai un peu touché du doigt sur le multidomaine, le multichamp, fait qu'aujourd'hui, en fait, on peut avoir dans des domaines, que ce soit la marine, l'armée de terre ou l'armée de l'air, être leader et ensuite utiliser pour pouvoir obtenir la supériorité sur l'ennemi, utiliser l'appui de toutes les autres composantes. En fait, aujourd'hui, ce qu'on appelait le combat symétrique, c'était quand on avait le même nombre de bateaux, on comptait avant dans l'OTAN, avant 2009, on comptait le nombre de bateaux d'un côté, de l'autre côté, le nombre d'avions, le nombre de chars, et en fonction du rapport, on se disait, là, on a un rapport de force qui n'est pas suffisant, et donc on va peut-être attendre avant de s'engager. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'utiliser les nouvelles technologies et la capacité à pouvoir échanger les informations pour obtenir, quand on a une infériorité dans un domaine, eh bien, obtenir quand même la supériorité opérationnelle en ayant une mise en commun de toutes les capacités, qu'elles soient terrestres, spatiales, cyber. Je vais vous donner un exemple pour illustrer tout ça. Ça peut être une section qui est derrière un talus, qui va se faire renseigner par un avion qui va revenir et qui aura vu que derrière, il y a une compagnie qui arrive, et qui, n'ayant plus de munitions, va pouvoir transmettre un bateau avec un tir à partir de la mer et appuyer sur l'opération. Et ça va se faire, comme je disais, en un temps très court. Et donc, ça va être le partage de l'information qui va être important. Et tout ça pourrait être alimenté par des images qui sont venues de l'espace. Et c'est cette évolution aujourd'hui qu'on est en train de mettre en place. C'est-à-dire que dans chaque domaine, que ce soit terrestre, maritime ou aérien, eh bien, on essaye à un moment donné d'avoir cette supériorité, cette agilité entre les domaines pour pouvoir obtenir une supériorité opérationnelle alors qu'en physique, on est moins important. Ce que nous, on appelle, alors on aime bien les sigles dans les armées, le RM2SE, c'est ce que le multimilieu, multisenseur et cette intégration des informations. Donc voilà un petit peu toutes les évolutions. Je n'ai pas trop parlé de la mer, mais je le réserve pour les questions. Et je vous remercie de votre attention. Je suis prêt à attendre. Bien, merci beaucoup, mon général, pour cette belle fresque que nous avez fait et surtout cette formidable actualisation que vous nous avez fait de ce qui se passe depuis le 24 février et son influence sur la mer. Maintenant, les questions sont dans la salle. Il y a 2 micros qui vont circuler, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, la première question est toujours la plus difficile. On va commencer par le deuxième. Non, ici. Ensuite, il y en a une là et une tout là-haut.
Du coup, vous parliez de démonstration de force, mais est-ce que c'est pas aussi prendre un risque qu'en face, ils montent une armée plus forte pour pouvoir contrer? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu stratégique à montrer une armée pour faire en sorte qu'ils la sous-estiment et qu'ils se retrouvent finalement à attaquer en sous-effectif? Et qu'ils se retrouvent à attaquer en sous-effectif, enfin en ayant minimisé les risques. Je prends plusieurs questions et je réponds Oui, ok. Prendre une autre question. Bonjour mon général, merci d'être venu aujourd'hui. Je m'appelle Éloi, je suis en élite césure, mais j'étais en M1 l'an dernier en géopolitique. Et ma question concerne l'avenir des forces aériennes françaises. Est-ce qu'aujourd'hui, les forces aériennes françaises, elles sont au niveau des défis à venir, lorsqu'on voit par exemple les difficultés qu'on rencontre avec le système de combat aérien du futur et les programmes industriels franco-allemands et européens? Voilà. Ok. C'est rien de la mer, mais... Ok, très bien. Alors, ouais, je vais répondre déjà à ces deux questions. Donc, sur le fait qu'on peut se faire attaquer effectivement, en sous-effectif, effectivement, les opposants peuvent faire la même chose que nous. Ce qui est important, c'est surtout la capacité d'adaptation de notre côté et la rapidité de prise en compte. C'est celui qui va le plus vite qui gagne. C'est celui qui s'adapte le plus vite qui gagne. Donc oui, probablement que les modes d'action qu'on met en œuvre seront utilisés par les forces en face de nous, mais en fait, c'est cette capacité à pouvoir réagir vite qui va être importante. Nous, ce qui est important chez les militaires, c'est ce qu'on appelle les capacités. En fait, une capacité, c'est pas qu'un équipement. C'est pas parce qu'on achète un ordinateur qu'on va être bon avec l'ordinateur. C'est pareil pour les équipements militaires. Et on utilise un sigle un peu barbare qui s'appelle DORES. On aime bien, comme je vous le disais, les sigles. DORES, c'est l'acronyme de doctrine, organisation, ressources humaines, équipement, soutien, entraînement. Et ça veut dire qu'une capacité, si on n'a pas la bonne organisation, si on n'a pas la doctrine, c'est le mode d'emploi. Si on n'a pas les gens qui sont bien entraînés, si on n'a pas le soutien qui va bien, eh bien en fait cette capacité-là ne va pas être bonne. Et donc souvent, on joue avec toutes les touches du piano par rapport à d'autres pays, pour pouvoir justement être gagné en supériorité. Et c'est ce qui est important dans les armées. On peut regarder leur équipement, mais ce qu'il faut regarder aussi, c'est leur doctrine d'emploi, c'est comment ils utilisent ces matériels-là, et ça, c'est ce qu'on observe chez nos compétiteurs. On regarde aussi leur organisation, parce que si l'organisation elle est trop compliquée, quand il y aura l'ordre qui va être donné, et le temps que ça arrive en bas, eh bien, en fait, on va pouvoir profiter de ces éléments-là. On va regarder leurs heures d'entraînement, est-ce qu'ils s'entraînent ou pas. Si on a du matériel très performant, mais qu'on ne s'entraîne jamais avec, eh bien, on ne pourra pas gagner. Donc, en fait, c'est toutes ces touches-là qui sont importantes et sur lesquelles, en fait, les trois armées, et c'est la responsabilité des chefs d'état-major d'armée, d'entraîner leurs forces pour pouvoir utiliser les équipements au mieux et avoir cette supériorité qu'on doit avoir sur l'ennemi et gagner. Après, sur les forces aériennes françaises, là, je vais élargir un peu, puisqu'on parle de la mer. En fait, c'est tout ce qui concerne les partenariats, les coopérations industrielles qu'on peut avoir. Ça touche beaucoup de programmes, des programmes qui sont dans les trois domaines d'ailleurs. Sur ces programmes-là, généralement, oui, il y en a certains qui n'arrivent pas à échéance, il y en a certains qui sont du succès. Il y a plusieurs objectifs. C'est soit un objectif politique parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, d'avoir une alliance ou un partenariat avec des pays, c'est, je dirais, une priorité principale. Et là, donc, on va faire la coopération. L'objectif, même si on est moins performant dans le matériel, le fait d'avoir cette alliance-là nous permettra peut-être d'avoir des accès à des espaces aériens ou à des espaces maritimes ou avoir accès à des ports, et c'est ça qui est important. Donc en fait, on ne peut pas regarder, quand on fait ces coopérations, qu'un angle, qui est l'efficacité du matériel ou la rupture technologique qu'on va pouvoir avoir. Je dirais, c'est tout le spectre. Donc je ne réponds pas complètement à la question, puisqu'aujourd'hui c'est encore en cours, mais pour surtout les partenariats maritimes, coopération maritime, on a des coopérations, que ce soit avec les Britanniques, les Italiens, qui nous ont amenés à pouvoir obtenir, je dirais, des savoir-faire. Sur le SCAF, ça sera autre chose. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis ici.
Ok, Guy. Merci de votre venue. Je suis étudiant à l'IRIS et ma question porte sur la hausse des budgets militaires à laquelle on a assisté dans plusieurs pays occidentaux depuis le 24 février dernier. J'imagine que dans le corps militaire, c'est quelque chose dont on peut se satisfaire puisque c'est une manière de bien faire ce pourquoi on est formé dans de bonnes conditions, etc. Mais est-ce que le stratège, lui, est content de cette situation, sachant que on participe un peu à un dilemme de sécurité qui peut être néfaste et dangereux pour la sécurité internationale, sachant que en plus, si on prend les budgets militaires des 27 de l'UE, sans même prendre en compte les États-Unis, on est plusieurs fois supérieur à la Russie, par exemple. Est-ce que tout ça, c'est utile et pas néfaste pour la sécurité? Alors ça, c'est plus de la philosophie, là. Ce que vous mentionnez, c'est effectivement le dilemme du militaire, c'est-à-dire qu'il s'entraîne à faire quelque chose pendant toute sa vie, quelque chose qu'il espère ne jamais avoir besoin de faire. Parce que faire la guerre, c'est jamais je dirais, sympathique. Hein. On espère pouvoir y échapper. Mais dans la société, le pilier militaire, c'est bien celui qui garantit la résilience de l'État et la continuité, je dirais, la survie de la société. Ce pilier-là, c'est vraiment, enfin, je dirais, c'est un pilier important de la société. Il y a 3 piliers dans la société. Il y a le pilier, je dirais, des militaires, le pilier juridique, et puis il y a le pilier de ceux qui ordonnent. Dans la singularité militaire, les militaires sont les seuls, dans une société, dans toute société d'ailleurs, sont les seuls qui peuvent tuer sur ordre. Donc évidemment, chaque société s'est protégée, et ça, je dirais, c'est l'ordre qui date de longtemps, c'est protégé pour pouvoir garantir sa survie par un ordre, entre guillemets, militaire qui doit garantir sa survie. Alors, se poser la question de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, c'est savoir si on veut garantir la survie de la société derrière. Si je reviens un peu plus terre à terre sur l'augmentation des budgets de défense, aujourd'hui, et jusqu'au 24 février, on voit bien qu'on avait réussi à maintenir un équilibre bas niveau, puisqu'on était, nous, plutôt dans le haut du spectre des forces de sécurité quand on engage des terroristes, ou dans le bas du spectre des engagements militaires. Aujourd'hui, le fait qu'on remette ou que les engagements entre États reviennent sur le devant de la scène, on ne peut qu'être, je dirais, prêt à le faire, prêt à défendre sa liberté, prêt à défendre les valeurs qu'on défend. Et ça, je dirais, ça n'a presque pas de prix. Et c'est pour ça que toutes les sociétés, pour défendre leurs valeurs, ont mis en place ces systèmes-là. Mais évidemment, il y a question de savoir jusqu'où on doit aller. Le monde est cyclique. Je dirais, ça va monter. Peut-être qu'un jour, on va redescendre en pression et les États, les frictions entre États vont trouver d'autres moyens de pouvoir être résolus. Si vous regardez en fait en parallèle de ce qui s'est passé le 24 février, c'est tout ce qui concerne les accords entre pays justement de pouvoir de discuter. Hein. En fait, à l'OSCE, il n'y a plus rien. Tous les traités en fait sont tombés internationaux. En fait, c'est tout ça qu'il faut reconstruire pour la partie diplomatique. Et quand cette partie, ce cadrage, je dirais, diplomatique sera remonté, je pense que du côté militaire, on pourra refaire descendre. Mais c'est toujours, quand on a une bonne organisation, des ensembles de discussions qui sont bien organisés et où les gens viennent discuter, évidemment, pour les militaires, ça permet de faire redescendre la pression. Il y a des fois, quand les gens refusent de discuter, eh bien, on est obligé de mettre un peu la pression pour que les gens autour de la table acceptent de se parler, en espérant qu'on ne dépasse pas. C'est toute la logique de l'escalade des escalades et la gestion de cette escalade d'escalade, ce que vous pouvez observer d'ailleurs dans le conflit Russie-Ukraine. À chaque fois, on monte d'un cran, ça redescend, ça remonte. Voilà. Bonsoir, Général. Je vais peut-être aborder la question économique, la dimension économique. Oui. La France a la réputation d'utiliser des matériaux de haute qualité, extrêmement techniques, mais elle a également la réputation d'en avoir très peu dans chaque arme. Les programmes de nos industriels sont généralement des programmes qui sont conçus à la fois pour l'usage de notre armée et pour la vente dans les pays extérieurs. Est-ce que la position
un peu trouble au point de vue géopolitique, qui ne s'est pas entièrement réorganisé, ne va pas avoir des conséquences et sur les intrants nécessaires pour fabriquer ces bâtiments et sur la possibilité de les vendre et donc de pouvoir financer notre propre matériel. Vous posez la bonne question. C'est la question que nous a posée le président et on est en train de travailler dessus. Donc je ne vais pas pouvoir, vous répondre complètement ici. Mais effectivement, c'est exactement cette question-là qu'il faut qu'on se pose. On a été dans une période où en fait on n'avait pas besoin et on a fait évoluer nos systèmes pour garantir la maîtrise de la haute technologie. On fait partie, notre base industrielle nationale fait partie, je dirais, des meilleures industries dans le monde. On rivalise dans tous les domaines, je dirais, d'armement. On a un super armement. Effectivement, on ne les a pas en nombre. Aujourd'hui, on voit que la guerre, il y a eu un changement d'échelle, comme je vous le précisais. Au lieu de s'engager à 5 000, on risque d'être engagé à 150 000. Les flux de munitions pour 5 000 hommes ne sont pas les mêmes que les flux de munitions pour 150 000 hommes par jour. Et donc là, ça veut dire que cette économie de guerre, le terme a été employé par le président lors du salon d'Eurosatori, cette économie de guerre, qu'est-ce que ça veut dire concrètement au niveau des entreprises, cette dépendance, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs effets. Il y a eu l'effet d'échelle, mais il y a eu l'effet également de rupture de chaînes de composants primordiaux pour pouvoir développer ces armements-là. Donc, en fait, tout cet environnement doit être pris en compte. Et là, en fait, dans l'attente de cette adaptation des armements et de l'industrie, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure un petit peu avec le Dorez, eh bien, on va jouer avec d'autres touches du piano. Et bien, si on n'a pas tous les armements, eh bien, nos doctrines d'emploi vont évoluer. On va faire la guerre différemment parce qu'on n'aura pas tous les armements. On va utiliser peut-être des armes plus létales ou à plus longue portée au lieu de jouer sur d'autres paramètres. Et ça, c'est tout le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui en attendant de retrouver, je dirais, un modèle d'armée qui soit compatible du contexte stratégique tel que nous on le voit. Mais ça, c'est à chaque fois, je dirais, un compromis ou un consensus qu'on fait avec au niveau national. C'est comme l'assurance, comme quand on paye notre assurance, l'assurance tout risque et l'assurance routière. Quand on est conducteur chevronné, on peut avoir l'assurance routière. Quand on est jeune conducteur, on préfère avoir l'assurance tout risque, ou alors en fonction de l'environnement. Et donc là, c'est un peu pareil. On est en train de faire évoluer notre assurance. Merci. La question ici, et puis ensuite ce sera celle là-haut. Et ensuite, il faudra monter un micro tout là-bas pour le monsieur qui a levé la main depuis fort longtemps. Bonsoir, monsieur le général. Ici. Merci de répondre à nos questions. Une question plus précise concernant les porte-avions, et notamment le bâtiment Charles de Gaulle, qui est un vieux bâtiment français. Lorsqu'on connaît la force de persuasion de ces bateaux, quelle est la politique de rénovation qui va être amenée? Est-ce qu'il y en a une? Ou est-ce qu'il va y avoir prochainement des futurs porte-avions qui vont être construits pour la force de persuasion de l'armée française? Ouais. Alors, pour le porte-avions, oui, on a un programme qui a été validé, ce qu'on appelle le PANG, le PA Nouvelle Génération, qui a été validé, le programme a été lancé. Et l'objectif à chaque fois, c'est de pouvoir synchroniser les durées de vie. Et donc les travaux qui ont débuté et qui ont été décidés avant le 24 février, c'est quasiment il y a 2 ans, eh bien, ont lancé toutes les études qui vont permettre le remplacement. Donc ça, c'est vraiment le travail aussi de prospective qu'on fait, c'est de garantir dans la durée que pour certaines capacités, eh bien, on puisse les remplacer à temps. Puisque des études sur des programmes d'armement comme ça, c'est des études qui durent très longtemps. Avec la prise en compte de l'évolution des matériels. Puisque sur un bateau comme ça, son arrivée, c'est prévu entre 2035 et 2040. Moi, je serai à la retraite depuis longtemps. Mais en fait, dans la prise en compte de la construction d'un bateau comme ça, il faut vraiment être capable aussi d'anticiper les ruptures technologiques qu'on va avoir et de pouvoir le construire, préparer les hommes qui vont armer le bateau et puis garantir la transition avec celui qu'on a. Mais c'est pris en compte, ne vous inquiétez pas. Vous m'entendez? Oui. Alors, vous avez insisté sur le fait qu'aujourd'hui, la coopération avec d'autres pays était essentielle dans la guerre. Mais ce que je voudrais savoir, c'est comment cette politique multilatérale a été remise en cause
avec l'affaire des sous-marins avec l'Australie et les États-Unis? Alors sur l'Australie, effectivement, il y a eu un contrat qui a été dénoncé. Ça ne remet pas en cause notre position dans cette région du monde, puisque en fait on est un acteur régional là-bas, puisqu'on a la Nouvelle-Calédonie. Dans les relations qu'on peut avoir avec les pays régionaux, il n'y a pas de grands changements. On continue de travailler avec les autres pays de la région. On a même travaillé avec l'Australie, avec qui on a fait un exercice. Et puis, depuis la période où le contrat a été dénoncé par le gouvernement, ce propre gouvernement n'a pas été réélu. Et donc, en fait, on a affaire à un nouveau gouvernement en place là-bas. Et je dirais qu'au niveau militaire, la coopération avec les militaires australiens se poursuit. Il faut bien distinguer les alliances politiques, et c'est à chaque fois la difficulté qu'il y a, avec les alliances militaires ou les entraînements qu'on a au niveau militaire. Je ne dis pas qu'il y a une décorrélation, mais souvent, quand au niveau politique ça ne va pas bien, ça dégrade, ça descend. Nous, au niveau militaire, on n'a pas d'intérêt, on continue souvent de faire des cérémonies où ce qui va rester fort, c'est souvent le mémoriel, où on continue d'avoir des relations. Et puis après, souvent, ça reprend, quand les relations reprennent, ça reprend par des entraînements militaires et on remonte en gamme jusqu'aux politiques. Donc aujourd'hui, dans la région Indo-Pacifique, notre positionnement, je dirais, il n'a pas évolué. On a une place parce qu'on est un acteur local. Et puis on continue de faire des exercices. Pas plus tard qu'il y a un mois, on a eu l'envoi d'une mission Pégase de l'armée de l'air, avec au retour un exercice pitch black avec les acteurs régionaux. Et la coopération se passe bien. C'est sûr que du niveau industriel, il y a une recomposition. On va prendre une question là-bas et puis ensuite on prendra 2 ou 3 questions existantes pour ne pas désespérer nos auditeurs à distance. Et ensuite on reprendra une question ici et une question là. Et on verra pour la suite. Bonsoir mon général, bienvenue à bord. Je voulais savoir en fait comment s'était passé comment s'était passée l'adaptation de l'armée de l'air dans un environnement et sur des navires qui lui sont complètement étrangers, ce qui a représenté en fait un certain enjeu opérationnel. Est-ce qu'elle a pris un peu plus de temps que prévu ou est-ce qu'elle a été globalement rapide? J'ai pas entendu le début de votre question, je suis désolé. Je voulais savoir comment s'était passée l'adaptation de l'armée de l'air dans un milieu opérationnel et des navires qui lui sont complètement étrangers. Si c'était plutôt passé rapidement ou si elle avait pris un peu plus de temps que prévu. Non, ça s'est passé correctement. Généralement, il y a une bonne connaissance des différents milieux et l'adaptation se passe bien. Je voudrais juste insister, en rebondissant sur votre question, sur justement l'évolution qu'il y a eu avec les dernières guerres, où en fait, là on parle aujourd'hui du milieu marin, mais il y a une grosse évolution, je dirais, entre les trois armées depuis la guerre du Golfe. Et en fait, on a une connaissance et un travail, je dirais, beaucoup plus intégré. C'est la création un peu de l'EMA depuis 2005, qui sont les enseignements de la guerre du Golfe, où en fait, aujourd'hui, il n'y a pas un exercice d'une armée qui se passe sans les autres armées. Et le niveau de l'EMA est niveau interarmée, justement, travaille quasiment tous les jours à développer des concepts, préparer des matériels nouveaux pour travailler ensemble. Ça, c'est important parce que c'est vraiment, je dirais, la principale enseignement de la guerre du Golfe et sur l'évolution qu'il y a pu y avoir dans ces dernières années. Cette intégration beaucoup plus importante et le fait qu'aujourd'hui, la connaissance des autres milieux, finalement, nous permet d'être beaucoup plus agile et de répondre à des missions diverses et variées, soit dans un milieu unique, soit en combinant les trois milieux. Et ça, c'est une grosse évolution.
Autre question, j'ai pris, c'était derrière. On prend 3 questions. Ok. Distantes, et puis on prendra la question juste là-bas. Alors, il y a une question de monsieur Christian Maton. Dans l'histoire de la Russie, y compris durant la période soviétique, l'accès à la mer a toujours été un enjeu stratégique. La mer Noire est un espace maritime considéré par la Russie comme lui appartenant. Comment les armées analysent-elles cette vision sur les mers Noires et Baltiques? Alors, là, c'est effectivement c'est des sujets de revendication. Alors, jusqu'à la guerre de Crimée, c'était des espaces dans lesquels on naviguait, on avait des échanges, que ce soit la Baltique également. Aujourd'hui, on voit qu'effectivement, il y a eu un durcissement et il peut y avoir des frictions un peu plus importantes. Sur l'emploi de ces domaines-là, comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est vraiment une approche qui est intégrée. Sur la mer Noire, par exemple, on a des avions de la Marine nationale, d'ailleurs, qui volent, qui se font engager ou qui se font challenger par des aéronefs de la Russie, avec des transits pour la partie maritime qui sont à négocier, puisque pour rentrer dans ces mers, la mer Noire, on est obligé d'avoir l'accord de la Turquie, avec les détroits. Donc, c'est cette combinaison-là qui est importante, et quand on n'a pas un créneau pour aller... Pour pouvoir naviguer dans l'espace, eh bien, on va utiliser un autre moyen qui va être un moyen aérien. Là, c'était les Atlantiques qui volaient dans l'espace aérien, qui ont pu faire la mission par une autre approche. Et là, effectivement, quand on a un durcissement comme ça de la situation, eh bien, on va jouer sur plusieurs facteurs. Ça, c'est au niveau militaire. Au niveau politique, évidemment, il y a des systèmes d'échange au niveau diplomatique et des missions diplomatiques pour pouvoir signifier quand il y a des petites frictions. La dernière qu'on a dû traiter entre ambassades, c'était un vol national qui s'était fait intercepter d'un peu près par des aéronefs russes. Mais en fait, même si on est en conflit, il y a quand même dans ces espaces-là, et même s'il y a durcissement, des processus qui restent et qui peuvent être utilisés, principalement diplomatiques. Et aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé à l'affrontement dans ces espaces-là. Il y a de la friction, ça passe pas loin, mais il n'y a pas encore volonté de s'engager. Je dirais que dans l'échelle de l'escalade que j'évoquais tout à l'heure, on n'est pas encore arrivé jusqu'à ce niveau-là. On est encore en bordure de l'Ukraine et de la Russie, dans des espaces où il y a un respect des règles plus ou moins, respectées, mais il y a un dialogue diplomatique qui reste. Peut-être pour rester sur l'Ukraine, la question de M. Sébastien Desroques. Nous avons vu avec l'Ukraine l'importance de contrôler les airs et de disposer d'une défense aérienne crédible. Y aura-t-il une réorientation des moyens alloués à la défense antimissile dans le cadre de la future loi de programme militaire? Alors là, ça rejoint un peu la question qui a été posée. Là, je ne vais pas pouvoir vous répondre puisqu'on a reçu une commande du président et on est en train de travailler dessus. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, le besoin de défense solaire, ça, il a été identifié. Et il n'a pas été identifié que par l'Ukraine. Hein. Si vous regardez, pour ceux qui suivent un peu les frictions en Arabie Saoudite avec le Yémen, il y a eu beaucoup d'emplois de drones par les Houthis. Et ces drones, en fait... qui ont été employés, survoler les autoroutes pour ne pas pouvoir être détectés par les moyens radars, toutes ces choses-là. Alors on a vu qu'il y avait un besoin de renforcer tout ce qui était défense solaire. Donc c'est un sujet qu'on ne découvre pas avec le conflit en Ukraine. Derrière, évidemment, on mettra en place des dispositifs. On en a déjà, mais peut-être pas en quantité suffisante. L'équation qu'on doit résoudre, c'est de savoir quel équilibre on va devoir faire entre tous les systèmes. Est-ce qu'il faut avoir que des systèmes défensifs? Est-ce qu'il faut avoir des systèmes offensifs? Quelle part on fait entre les deux? Donc tout ça, c'est un peu l'alchimie sur laquelle on est en train de travailler.
puisque derrière, on a quand même une obligation de rester dans un budget soutenable. Hein. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, on a perdu un peu de liberté de manœuvre vu le contexte économique. Et il ne s'agit pas de dire, parce qu'il y a des conflits, de faire exploser la facture de la défense. Hein. Et on a quand même un devoir de pouvoir présenter une copie soutenable et raisonnable. Et donc là, on est en train de travailler dessus. Mais je peux le rassurer, ça a bien été pris en compte. Et alors une dernière, Monsieur Patrick Hébrard, la montée en puissance d'une défense européenne est à l'ordre du jour. Est-ce que vous constatez des progrès ou des avancées dans cette construction et dans quel domaine? Oui, ben on a eu sur la partie européenne, on a eu la présidence française de l'Union européenne qui a été assez active. Et je pense que vous avez suivi la publication de la boussole stratégique. Aujourd'hui, on est en train de décliner un certain nombre d'axes qui sont capacitaires, mais pas que capacitaires, aussi opérationnels avec ce qu'on appelle les RDC, la force de réaction rapide, 5000 hommes. Derrière, c'est quelque chose qui va se construire, je dirais, au fur et à mesure. Aujourd'hui, la question qu'on peut se poser par rapport au débat régulier qu'il y a en France où on oppose OTAN et UE, on voit bien qu'aujourd'hui, les moyens qui ont été employés et l'organisation qui a été utilisée pour pouvoir déployer les forces de réassurance, c'est l'OTAN. Ce n'est pas antinomique d'une construction européenne, puisqu'en fait, les forces qui sont employées dans un déploiement de l'OTAN sont les mêmes que des forces européennes, puisqu'il y a plus de membres européens que de membres, je dirais, hors Europe. Donc en fait, dans cette construction européenne, il y a des processus qui vont capacitaires principalement, hein, qui sont développés, où on a beaucoup de projets. Si on regarde concrètement ce qui s'est passé au début de la crise ukrainienne, on a mis en place des systèmes de fonds qui ont permis de donner des armements aux Ukrainiens. Donc ça s'est fait sous tutelle de l'Europe et qui ont permis de réagir assez rapidement. Derrière l'organisation, là, on est en train de travailler sur des missions de formation, missions européennes de formation. Et puis, on a des projets, mais beaucoup plus long terme, des projets capacitaires de développement, que ce soit dans le domaine aérien, dans le domaine maritime ou dans le domaine terrestre. Donc, ça progresse. Ça progresse. Bonsoir, mon général. Je voulais vous poser une question concernant la future défense européenne. Vous parlez donc entre l'OTAN et que l'UE, donc tout serait bien comme il faut et compagnie. Sauf que malheureusement, donc, on s'aperçoit que les projets donc, de coopération européenne, notamment le SCAF, c'est un fiasco pour l'instant. Il n'y a pas d'entente entre Airbus et Dassault. Et qu'en vrai compte, les pays européens achètent beaucoup plus de matériel américain que européen. Voyez-vous donc beaucoup plus par rapport à ça justement, parce que là, il y a plusieurs. Croire quand même qu'une défense européenne dans l'avenir ce soit possible. Alors il y a plusieurs questions dans votre question. Parce qu'en fait, d'abord, vous parlez de l'Union européenne, vous parlez des coopérations européennes, donc c'est entre bilatérales, puisque vous avez cité le SCAF, hein, c'est entre deux pays, elle n'est pas européenne, elle est entre deux pays. Vous avez parlé d'OTAN. Toutes ces entités-là, en fait, ne sont pas sur le même portage. L'OTAN, c'est une organisation militaire qui permet de déployer des forces, et je dirais il y a des forces qui doivent être équipées. Pour s'équiper, il y a plusieurs marchés. Il y a effectivement le marché européen. Aujourd'hui, on dit OK, ils achètent à l'étranger. Il n'y a pas de problème, on peut acheter en France. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne pourra pas réagir en si peu de temps, même si on augmente le budget du jour au lendemain et qu'on me le double. Aujourd'hui, sur le marché européen, je vais devoir le faire monter progressivement pour qu'en même temps, l'industrie nationale permette de répondre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on monte en gamme. Et c'est bien le travail qui a été fait et qui se fait au niveau de l'Union européenne, c'est d'aligner nos capacités industrielles européennes
pour pouvoir répondre aux besoins et au budget de construction de nos pays européens. Cette capacité à avoir des matériels, je dirais, européens, c'est un sujet principalement national, parce que nous, on a une industrie nationale et qu'on ne se voit pas acheter ailleurs. Mais il y a des pays en Europe qui n'ont pas d'industrie nationale. Qu'ils achètent européens, américains ou autres, pour eux, ce n'est pas un enjeu majeur. C'est à nous d'aller leur démontrer qu'ils peuvent acheter européen, mais ça veut dire qu'il faut créer un marché européen. Donc ça, ce marché-là, il est en train de se créer. On a mis en place des fonds européens, parce que jusqu'à maintenant, au niveau de l'Union européenne, il y avait peu de fonds qui étaient capables de financer des capacités militaires. En fait, dans l'Union européenne, on pouvait tout financer, sauf financer une capacité européenne. Depuis la PFUE, en fait, il y a des fonds européens qui ont été créés pour pouvoir faire ça. Donc en fait, cette dynamique d'avoir une base industrielle et technologique européenne, elle est en train d'être créée parce qu'aujourd'hui, on va avoir des financements européens qui vont permettre d'alimenter et de fédérer tout ça. Mais on n'est pas encore arrivé au niveau européen à la maturité d'un système qui, comme en France, possède sa base industrielle, je dirais, européenne. Elle n'existe pas encore, cette base industrielle. Excusez-moi, on ne peut pas prendre de questions sans micro parce que nos auditeurs n'entendent pas. Je suis désolé. Vous verrez après. Bonsoir Général, merci de votre présence. Vous avez mentionné les espaces de contestation et gagner la guerre avant la guerre. Est-ce que tout ça, ça nécessite pas de la crédibilité? Et est-ce que, du coup, par conséquent, aujourd'hui, la Marine nationale, on pourrait dire qu'elle est quelque part un peu sous-dimensionnée, notamment dans l'Indo-Pacifique, la question que j'ai, c'est est-ce que l'état-major des armées considère que la Marine nationale n'est pas un peu sous-dimensionnée par rapport à ses ambitions? Alors, vous avez raison sur la première partie de la question. Il faut être crédible pour gagner la guerre avant la guerre. C'est pour ça que dans la phrase de la vision, on a bien mis « gagner la guerre avant la guerre tout en étant capable de mener la bataille ». Donc ça veut dire tout en ayant les moyens, tout en étant dissuasif. Sur le format que vous évoquez, tout dépend de l'ambition politique qui est fixée. Que veut-on faire en Indo-Pacifique ? Aujourd'hui, je dirais, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau de garantir notre souveraineté sur nos espaces nationaux. Ça, aujourd'hui, la mission, elle est menée tous les jours. Et nos forces dans nos outre-mer garantissent cette mission-là. Après, je dirais, il y a le deuxième niveau qui est, ce que je vous disais, c'est que quand on veut exister dans un espace régional, il faut qu'on fasse de la coopération. Ça, aujourd'hui, notre format, le format d'aujourd'hui permet de le faire, soit par des exercices à partir de la France, c'est ce qui a été fait avec la projection Pégase, soit par des moyens qui vont faire des missions, comme on a eu la mission Jeanne d'Arc qui a été projetée là-bas, qui a fait des exercices. Puis après, il y a un troisième niveau, c'est qu'est-ce que le politique voudrait faire au niveau d'un engagement régional contre un ennemi qui nous serait désigné dans la zone. Et là, évidemment, c'est un autre dimensionnement qu'il faudrait faire. Et je pense que aujourd'hui, je ne pense pas qu'on pourrait le faire tout seul, ça c'est sûr. Et à chiffrer, tout dépendra de la contribution qu'on voudra y apporter. Si vous regardez les chiffres de la guerre du Golfe, dans la guerre du Golfe, par rapport au dispositif américain, on a contribué avec 5% des forces. Et on y a contribué. Tout dépend de l'ambition, là c'est pareil, hein, c'est pas du niveau des militaires, c'est vraiment de l'ambition politique. Quelle sera l'ambition politique d'un engagement dans cette zone-là? Est-ce qu'on acceptera, nous Français, d'être engagés là-bas? Aujourd'hui, la mission qu'on a, nous, c'est la mission de souveraineté qui concerne nos espaces. Et celle-là, on est capable de la faire. Et en tout cas, nous, on se donne les moyens de pouvoir la poursuivre. Bonsoir mon général, Julien Miomandre, étudiant à Sorbonne Université. Vous avez parlé de la difficulté de prendre des décisions multilatérales et d'opérer de manière multilatérale. Est-ce qu'aujourd'hui, la marine française, elle est prête à travailler, à opérer efficacement avec les marines de l'OTAN? Et est-ce qu'il est même envisagé ou envisageable de voir se constituer des flottes internationales, notamment inter-européennes et américaines? Oui, alors la marine française le fait déjà hein, dans ses exercices. Dernier exercice qu'elle avait fait, Polaris,
qui était un exercice qui était un peu avec le concept novateur du multimilieu multichamp, avait intégré des partenaires. Et ça fait longtemps qu'elle intègre des partenaires. Il y a beaucoup d'enceintes, quand on regarde les différentes organisations avec nos partenaires méditerranéens, les coopérations qu'on peut avoir avec les Américains, tout ça, ça existe. Est-ce qu'il faut constituer pour autant une force fixe? Je ne pense pas. On jouerait encore, on perdrait de la liberté de manœuvre. Aujourd'hui, que ce soit l'armée de l'air, la marine, je dirais, on a l'habitude de travailler avec des forces extérieures. C'est un peu moins vrai pour la partie terrestre parce qu'il y a moins d'exercices, mais aujourd'hui on sait faire. Les derniers engagements qu'on a pu faire en guerre du Golfe ou en Afrique ont permis de travailler avec les autres. Donc ce standard de travail, je dirais, intégré, les trois armées le possèdent. Et si on regarde dans les missions qui ont été menées, que ce soit la mission Hamilton, c'est les Français qui ont pris le lead de cette mission-là. Il y avait des Américains et des Britanniques. On avait le lead. Quand on regarde la mission Agénor, les marins ont monté et ont été capables d'agréger d'autres forces. Et puis, si on regarde pour le terrestre, la mission Takuba en Afrique, c'est pareil, on était nation cadre. Et c'est l'armée de terre qui avait pris le leadership et qui pilotait un peu toute cette opération-là. Donc, au niveau français, on est capable d'agréger d'autres pays et de je dirais, d'être leader. Donc ça, c'est une capacité qui est quand même importante, qui est reconnue, un savoir-faire qui est reconnu. Et qu'il faut, en tout cas, c'est notre ambition militaire, qu'il faut conserver, cette capacité à pouvoir jouer dans des dispositifs internationaux. Bonjour mon général, alors ma question concerne la cybersécurité. Alors j'aimerais savoir où en est la France en matière de cybersécurité et si nous serions capables de rivaliser avec d'autres puissances ou d'autres organisations en matière justement de cybersécurité dans une cyberguerre par exemple. Merci. Oui, alors le cyber, tous ces nouveaux espaces de conflictualité ont été pris en compte dans la dernière loi de programmation et ça a été développé. On a le commandement du cyber qui a été développé avec trois concepts, la lutte informationnelle de défense, la lutte informationnelle offensive, la lutte la L2I, la lutte informatique, j'ai oublié. Bon, en fait, tout ça, ça a été conceptualisé, on a les moyens. Et aujourd'hui, et pour faire le lien avec la marine, ce qui nous a semblé important, c'était aussi de maîtriser tout ce qui était les câbles. Parce qu'en fait, le cyber, on a mis en place toute une organisation et maintenant, on s'intéresse à tout ce qui est réseau et notamment tout ce qui est câbles sous-marins, aujourd'hui, est une faiblesse. Et c'est de là qu'on a développé cette stratégie des fonds marins pour pouvoir avoir cette capacité à pouvoir agir ou savoir où sont ces câbles-là, empêcher que nos câbles sous-marins soient détournés. Et ça rentre dans cette lutte cyber plus générale. Là, je fais un focus particulier sur la partie maritime. Mais globalement, tous les moyens dans la dernière loi de programmation militaire ont été mis. Évidemment, c'est comme tout, on n'a pas la capacité du jour au lendemain. On ne peut pas aller acheter une capacité en magasin et le lendemain la mettre en œuvre. C'est quelque chose qui se construit. C'est comme tous les espaces de conflictualité, c'est des compétences nouvelles qu'il faut développer. Et comme c'est nouveau, tout le monde en fait a besoin de ces compétences-là, le civil comme le militaire. Et dans cette, je dirais, course au talent, au sein des armées, on a développé et on est en train de développer des parcours particuliers de formation qui vont nous permettre justement de traiter tout ça. Donc c'est bien pris en compte. Votre téléphone ne devrait pas être hacké ce soir. Bonsoir mon général. Donc vous avez mentionné l'an dernier, l'exercice Polaris 21 qui a eu lieu l'an dernier. Ouais. Donc il y a eu un rapport parlementaire de la Commission Assemblée nationale de défense qui a été publié entre mai et juillet et qui mentionnait justement les leçons de cet exercice. Donc en l'occurrence, il y avait le constat de la perte de plusieurs frégates au premier rang dans le cadre de l'exercice. Et la question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que la France peut se permettre justement un taux d'attrition aussi élevé? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de rupture capacitaire, que ce soit par exemple dans la protection de territoires d'outre-mer, la protection du groupe aéronaval, voire même dans la protection d'infrastructures militaires telles que les bases navales ou l'île Longue?
Ça, c'est le propre de chaque exercice, c'est justement de pouvoir détecter les faiblesses, hein, et d'adapter chaque exercice. En fait, à chaque fois, on adapte les doctrines d'emploi. Donc là, ce qui était intéressant, c'est que la Marine nationale a vraiment joué, et ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait, tout en réel. C'est-à-dire qu'une pièce casse, on va jouer la logistique, il va falloir aller la chercher. Quelqu'un, là, ce qui était intéressant dans la guerre informationnelle, quelqu'un a allumé son téléphone, donc le bateau entier s'est fait détecter. Parce qu'il y a quelqu'un qui a voulu vérifier son tweet. Des fois, quand on a des jeunes qui viennent et qu'on leur dit « coupez vos téléphones et vous le rallumerez quand on aura fini la guerre », il y en a certains qui l'allument quand même. Eh bien là, ça a fait perdre à la marine un bateau qui s'est fait détecter. Intéressant quand même. Et donc, ça montre que dans nos doctrines d'emploi, dans l'entraînement des militaires, tous ces rétextes-là, en fait, ça va changer. C'est-à-dire que si on refait le même exercice demain, on va perdre moins de bateaux, on va changer la technique. Voilà, donc ça c'est pour l'entraînement au niveau tactique. Après, au niveau stratégique, nous, ce qu'on regarde, évidemment, dans ces exercices-là, c'est le taux d'attrition. C'est la chose qui est la hantise des chefs. C'est-à-dire que quand on engage des moyens, forcément, ils ne reviennent pas tous. Il y en a certains qui vont disparaître. Et là, du coup, ça va être l'adaptation de l'engagement et voir comment on va pouvoir jouer, ce que je disais tout à l'heure, jouer dans plusieurs milieux, faire tomber par exemple des radars ou faire tomber, faire de l'intrusion cyber pour aller casser les systèmes de commande de bateaux ou casser les systèmes d'alimentation en pétrole qui vont permettre aux bateaux adverses d'appareiller. Donc en fait, c'est toute cette intégration qu'il faut prendre en compte pour essayer de limiter au maximum l'attrition. L'attrition, on pourrait... ça, c'est le facteur qui est le plus difficile à prendre en compte, parce que soit on joue sécurité, on va commander beaucoup de choses, mais ça, on ne peut pas tout acheter. Et ce que je disais tout à l'heure, et il y a eu des questions dessus, c'est qu'il faut qu'on fasse l'équilibre entre des systèmes de défense, solaires ou autres, des moyens offensifs, et après, eh bien, ça va être l'excellence du commandement, qui va permettre de limiter cette attrition, soit par la surprise, soit en jouant sur d'autres systèmes. Mais effectivement, c'est un sujet primordial et qui nécessite, en temps de guerre, et là les Ukrainiens le jouent vraiment, que bien derrière, l'industrie soit capable de recompléter, soit capable de passer en économie de guerre et capable de recompléter rapidement les matériels qui disparaissent. Oui, bonjour mon général. J'avais une question à poser, c'est-à-dire que dans la réflexion sur les nouveaux formats des forces, il va falloir réfléchir sur un nouveau format en termes humains et d'autre part réfléchir à peut-être réinvestir le territoire national que finalement les forces de l'armée de terre notamment ont désinvesti depuis une trentaine d'années. Est-ce que dans cette réflexion, il y a une réflexion sur une nouvelle formule, on va dire, non pas forcément de conscription, mais de relation avec la jeunesse, pour créer ce lien armée-nation sans lequel une armée ne peut pas engager durablement de force? Oui, tout à fait. Alors là, vous touchez du doigt le premier axe qui est dans le plan stratégique du SEMA, qui est la cohésion nationale. C'est-à-dire que quand on a une armée professionnelle qui va être engagée au loin, eh bien, si on veut gagner la guerre, derrière, il faut qu'on ait une base solide. Et aujourd'hui, c'est en Ukraine, c'est ce qui fait la force de l'Ukraine. C'est-à-dire que quand vous regardez comment s'est constituée l'Ukraine, en 2014, quand la Crimée est prise par les Russes, en fait, ils ont commencé à reformer leur armée, qu'ils ont monté à 150 000 hommes. Ils ont formé 150 000 réservistes, mais en plus de ça, et ça on ne l'a pas trop observé parce qu'on était loin, ils ont renforcé l'esprit national au niveau des écoles, au niveau de la jeunesse. Et quand on voit le 24 février, le début de la guerre, en fait, on voit qu'il y a une cohésion nationale assez forte. Donc, effectivement, ça, c'est un élément majeur qui contribue directement au succès de l'engagement des armées. Et nous, en tant que militaires, on ne peut que contribuer à ça. Alors, on peut y contribuer de manière intéressée parce que si on s'intéresse à la jeunesse, c'est aussi le vivier de recrutement. Mais c'est aussi la résilience, je dirais, de la base arrière qui va nous permettre derrière de pouvoir garantir le fait qu'on soit toujours soutenu. Sur l'axe de la cohésion nationale, nous, on avait envisagé 4 chantiers.
Le premier, c'était la contribution des armées au service national universel, donc, qui est en place et qui est en train d'évoluer, avec justement pour les volontaires une formation particulière au sein des armées pour les informer de ce qu'on pouvait faire, avec derrière, ce qu'on proposera, ça sera soit de pouvoir rentrer dans les réserves, soit de rentrer dans l'active. Deuxième gros format qu'il faut qu'on envisage de faire évoluer, ce sont les réserves. Puisqu'aujourd'hui, on a une réserve à hauteur de 40 000 hommes. Si vous avez suivi les déclarations présidentielles, il avait annoncé dans son discours du 13 juillet, je crois, le doublement des réserves. Donc on est en train de travailler justement sur ce doublement des réserves, qui est un peu lié à la jeunesse, puisque c'est un peu je dirais, dans ce recrutement des jeunes par le SNU qu'on va alimenter cette réserve-là. Et cette réserve, il va y avoir plusieurs niveaux. Il va y avoir un niveau qui sera peut-être employé dans les unités combattantes qui seront déployées, un niveau qui va rester, je dirais, au niveau de ce qu'on appelait à l'époque la défense opérationnelle du territoire, et qui va garantir le fait que quand on s'en va, eh bien, il va falloir défendre des choses en France, puisque on pourra avoir soit des projections sur les bases arrières ou des choses comme ça. Et puis un troisième niveau des réserves, ce qu'on est en train d'étudier, qui serait de la compétence, puisque si on projette nos forces, on aura besoin derrière d'experts en logistique, d'experts en santé, d'experts en cyber ou des choses comme ça. Donc tout ça, je dirais, ça va être ce qu'on est en train de constituer, c'est la force de l'arrière. Et puis les deux autres gros travaux, gros chantiers sur lesquels on travaillait, c'est évidemment partenariat avec l'éducation nationale, voir un peu comment on peut faire connaître ce qu'on peut faire sur le territoire national, tous les réflexes qu'on peut acquérir. Et puis l'autre, c'est avec les entreprises, le lien des entreprises avec les armées. Donc oui, il faut travailler dessus. Oui, c'est pris en compte. Après, les modalités de mise en œuvre et la montée en puissance, ça dépendra de tous les jeunes que je vois ici. Et je compte sur vous. Bonsoir, Général. Merci pour votre présentation. Ma question porte sur la Chine. Donc, on a parlé de la stratégie Indo-Pacifique. On voit souvent que la France essaye d'exercer une sorte de troisième voie en Indo-Pacifique. Pourtant, en pratique, on voit que le plan de coopération bilatérale franco-américain est beaucoup plus fourni, on va dire, que le plan de coopération franco-chinois. Donc, est-ce qu'on peut encore parler de troisième voie en Indo-Pacifique pour la France? Et sinon, de quoi peut-on parler? Et ensuite, un peu d'actualité. La Chine vient de mettre à l'eau son troisième porte-hélicoptère d'assaut en moins de 18 mois, donc qui renforce ses capacités amphibies. Si demain, la Chine essayait d'annexer Taïwan, quelle serait la réponse? Quelle est la position du CEMA à ce sujet? Merci. Alors, sur la deuxième partie, je vais vous répondre tout de suite. C'est vraiment une question politique de savoir quel est le positionnement de la France vis-à-vis d'un engagement de la Chine sur Taïwan. Il ne m'appartient pas de me prononcer là-dessus. Moi, je vais plutôt prononcer sur la première partie de la question qui est que peut-on faire dans la région. Dans cette troisième voie, je pense que votre perception est quand même un peu erronée. Moi, j'ai pu participer ce qu'on appelle le Shangri-La Dialogue, où on est en contact avec, en fait, c'est un séminaire à Singapour avec toutes les puissances, enfin tous les États de la région. Et j'ai pu avoir plus d'une dizaine d'entretiens avec les différents chefs d'état-major de la région. La position de la France et la position régionale de la France est recherchée. C'est-à-dire que tous m'ont demandé de pouvoir faire des exercices avec la France. Tous m'ont demandé à pouvoir faire des formations en France. Et donc cette position-là, elle est quand même reconnue là-bas. Je ne suis pas sûr qu'une position hégémonique comme une position militaire là-bas soit acceptée par tous les pays. Tous les Américains, en fait, sont dans les espaces déploie des porte-avions, ont certains pays avec qui ils collaborent, notamment l'Australie. Ils ont essayé de collaborer, renforcer leur collaboration avec un grand pays comme l'Australie, beaucoup avec le Japon. Mais dans les petits pays,
ou dans les pays régionaux comme l'Indonésie, Malaisie, tous ces pays-là, il n'y a pas plus de coopération que nous avec eux. Donc on a une troisième voie à offrir dans un positionnement qui est différent des Américains. Je suis désolé pour les deux dernières questions. Malheureusement, je viens d'apprendre qu'il fallait absolument que nous terminions à 20h pour vous, mon général. Donc je voulais, au nom de tous, vous remercier pour nous avoir indiqué ainsi quelle était la place de la Marine nationale dans l'action interarmes, qui est aujourd'hui la clé de l'efficacité de nos armées. Merci infiniment. Et puis, un instant encore, s'il vous plaît, je voudrais vous rappeler que nous nous retrouvons, pour ceux qui le souhaitent, la semaine prochaine, pour un mardi de la mer essentiellement différent, puisque nous écouterons Tamara Klink, étudiante et navigatrice, nous raconter une traversée de transatlantique à 24 ans avec un bateau acheté pour le prix d'un vélo. Donc à la semaine prochaine pour ce mardi de la mer un peu différent.